Donc moi je suis formatrice au CFPP à Davise et donc ce n'est pas la première fois qu'on fait une conférence ici, donc c'est pour cela que je remercie également l'Union Champagne de nous prêter en fait tout le matériel et tout ce qui est nécessaire pour organiser la conférence. Bon, en fait, je voulais juste faire une petite parenthèse en disant qu'effectivement nous sommes en début d'année 2020. Donc j'en profite pour vous souhaiter peut-être encore la bonne année. Mais il faut aussi le remarquer que cette année 2020 amène pas mal d'événements mouvementés. C'est plutôt anxiogène, même je dirais, quand on pense à tout ce qui nous arrive. Un avion qui est chassé par erreur, des incendies dévastateurs donc, en Australie, un virus qui décime la Chine. Voilà, c'est très anxiogène et je pense que ça réveille parmi tous un état d'alerte assez important. Ce qui m'amène en fait à me dire qu'effectivement nous sommes aujourd'hui ceux qui vont être le changement, qu'on le veuille ou pas, gré ou malgré nous. Donc en tant que formatrice ici, voilà, je observe en fait parmi mes stagiaires qu'il y a de plus en plus de remise en question. Effectivement, nous, on est un centre de formation, donc on se doit de transmettre l'expérience, le savoir-faire de nos ancêtres. Également, on doit aussi transmettre les progrès scientifiques actuels, mais on sait aussi ouvrir la porte à tout ce qui est alternative. En fait, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au-delà. On ne sait pas, mais en fait, il faudrait quand même rester très ouvert d'esprit et prêt au changement. Donc voilà. Là, je pense que je vais inviter pour l'instant Hilaria qui va vous expliquer en quelques mots qu'est-ce qui l'a poussé en fait à travailler sur ce sujet. Ensuite, nous allons donc pour présenter le programme. Nous allons ensuite donner la parole à Monsieur Mondello qui va vous expliquer un petit peu le travail qu'il fait avec le réseau WineTalk. C'est très intéressant et utile pour la plupart d'entre vous. Ensuite, donc c'est plutôt un travail qui est fait à l'échelle mondiale, donc plutôt européenne, voilà. Et donc c'est très intéressant. Ensuite, donc Madame Fontaine va nous parler justement de tout ce qui est recherche et tout ce qui se fait en ce moment au laboratoire donc de l'université de Reims, donc Champagne-Ardenne. Et ensuite, je vais laisser la parole à M. Bourdaria, qui va nous parler justement de sa passion, quelque part, je pense qu'il est très passionné, et donc de ses enseignements en tant que formateur sur la taille douce. Et ensuite, donc on va faire plutôt un zoom sur la Champagne, en cherchant donc à avoir justement le retour de nos deux, donc M. Bruno et M. Pascal Doquet, qui va nous justement parler des essais, de leurs observations qui ont été faites ici en Champagne, justement sur ces techniques de travail. Voilà, merci. Bonjour à tous, je suis Hilaria, je suis stagiaire au CFPP à Davise. Et je veux remercier les intervenants d'avoir supporté mes mails et mon harcèlement. C'était une belle aventure, c'était super intéressant. Et pourquoi cette conférence? Parce que je suis étudiante, même si je suis un peu âgée. Et je me pose beaucoup de questions. Notamment sur la taille, puisque la taille c'est le seul moment où le vigneron il agit personnellement pour sa production. Il est vraiment acteur à ce moment-là. Et donc la taille, c'est le moment fondamental d'un travail de vigneron. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a moyen d'agir sur la plante afin que la plante puisse développer son système immunitaire et puisse donner aussi un bon produit. Voilà, c'est ça ma question. Permettre à la plante de faire sa vie, entre guillemets, mais en la guidant dans le respect de la plante.
Et donc avec cette question, j'ai connu un peu dans le hasard, en parlant avec les gens, j'ai connu le travail de M. Bourdarias que j'ai trouvé très intéressant. Et le travail, les recherches de professeur Mondello, de docteur Mondello, docteur Mondello, professeur, et de la professeuresse Fontaine. Et donc voilà, on va voir un peu en grande ligne, puisqu'il faudrait beaucoup plus de temps pour étudier tout ça. Donc on va voir le travail qui est mené au niveau européen avec M. Mondello et Mme Fontaine. Et après, on va retourner en France avec M. Bourdarias et en Champagne avec M. Ndouké et M. Durand. Voilà, j'espère que vous allez bien profiter de ce moment et que vous allez apprendre aussi avec moi quelque chose aujourd'hui. Merci. Mais je... Alors, bonjour à tous, merci à l'organisation pour cette invitation. Et donc, je vais vous présenter, comme a dit Ilaria, on va parler du projet Y Network qui est terminé en 2017 et qui s'occupait surtout des maladies du bois de la vigne. Et donc, on va tout de suite commencer avec un petit rappel sur qu'est-ce que c'est une maladie. Quand on parle des maladies au niveau de l'agriculture. Malheureusement, comme a dit Ilaria, il y a aussi d'autres protagonistes dans le vignoble. Et par exemple, ça c'est le triangle de la maladie. On a la plante hôte, on a l'environnement et on a le pathogène. Et normalement, dans les maladies qu'on rencontre en agriculture, on a toujours un pathogène qui est lié à une maladie. Et donc, on a une plante hôte susceptible, un pathogène agressif et un environnement qui normalement est plus défavorable à la plante hôte et favorable au pathogène. Et donc, avec l'interaction entre les trois protagonistes, on a normalement ce qu'on appelle la maladie. Et après, avec le décor, le temps, on a l'évolution de la maladie dans notre cas sur le vignoble. Normalement, on a des moyennes pour limiter les dommages causés par les maladies, et c'est-à-dire on peut intervenir sur la plante hôte, par exemple en recherchant les résistances ou de la tolérance à les maladies, aux pathogènes surtout. On peut aussi utiliser des produits chimiques, biologiques pour protéger la plante dans les infections. On peut agir directement, souvent, parfois, sur le pathogène, par exemple avec la lutte microbiologique, en utilisant l'hyperparasitisme ou l'hypovirulence. Et aussi, bien sûr, on peut aussi agir sur l'environnement, c'est-à-dire on peut choisir la position des parcelles, on peut choisir l'orientation des rangs, on peut choisir la typologie d'arrosage, la fertilisation et d'autres choses. Et
Donc, la situation classique, c'est par exemple pour le mildiou, on connaît très bien les symptômes du pathogène quand il arrive au vignoble, on a la tache d'œil, donc on sait qu'il faut intervenir avec des traitements. Et bon, on connaît les symptômes sur les grappes, on connaît l'évolution de pathogènes dans le vignoble. Avec ces diapos, on rentre dans le sujet des maladies du bois de la vigne, c'est-à-dire ici, vous avez une représentation des symptômes des principaux maladies du bois, c'est-à-dire l'esque, le Botryopsphera dieback et l'Eutypa dieback, au niveau de la plante entière, au niveau des feuilles, au niveau des baies, au niveau des symptômes internes sur le bois. Donc, ils sont des maladies différentes qui ont des caractéristiques communes, c'est-à-dire on a plusieurs maladies qui font partie du groupe des maladies du bois de la vigne. On a aussi plusieurs pathogènes associés à chaque maladie du bois. Normalement, on ne trouve pas dans une plante un seul pathogène, mais normalement, on parle d'infections multiples dans la même plante. Ils sont colonisateurs de bois sensu strict, c'est-à-dire on ne les retrouve que dans le bois et jamais sur les feuilles ou sur les tiges. Ils sont capables d'infecter les plantes au travers des infections par blessure et possèdent aussi une longue phase asymptomatique, c'est-à-dire il passe beaucoup de temps entre l'infection et la manifestation des symptômes. Et donc quand on voit les symptômes sur les plantes, normalement le pathogène est bien installé dans le bois, il a bien colonisé la plante, et donc c'est difficile de faire quelque chose pour la récupérer. On a aussi des symptômes internes que vous voyez ici. Normalement, c'est l'amadou pour l'esque ou des tissus nécrotisés. Et aujourd'hui, on a aussi, ça c'est important parce que les symptômes foliaires sont surtout liés à la production des phytotoxines par les pathogènes qui se trouvent, comme j'ai dit, dans le bois. Et aujourd'hui, on n'a pas des moyens efficaces de lutte contre les maladies du bois de la vigne après l'élimination de l'arsénite de sodium comme fongicide. Et aussi, on a beaucoup de problèmes de maladies du bois aussi dans les jeunes vignobles, c'est-à-dire des vignobles qui sont plantés il y a moins de 6 ans. Personnellement, j'ai vu aussi des plantes de 2 années avec des symptômes de maladies du bois. Qu'est-ce qu'il passe quand on... pour les maladies du bois de la vigne. Ça, c'est le même triangle qu'on a vu précédemment, mais comme j'ai dit, on a beaucoup de pathogènes. Donc, on a l'interaction entre les 3 protagonistes, mais on a aussi une autre interaction entre les 2 pathogènes et la plante. Et on peut avoir aussi un 3e pathogène qui va interagir avec les autres protagonistes de la maladie. Et donc, on peut l'avoir dans le même temps ou dans la succession. Et donc, par contre, on n'a pas la possibilité d'intervenir sur la plante haute, c'est-à-dire on n'a pas trouvé pour l'instant de résistance génétique, au niveau génétique, pour les maladies du bois de la vigne. On n'a pas de fongicides chimiques autorisés contre les maladies du bois de la vigne. Lutter le pathogène, c'est aussi difficile parce qu'il se trouve dans le bois et donc c'est difficile à arriver même avec les produits chimiques. Et en plus, même si on a un produit chimique qui arrive à bloquer un pathogène, comme on a beaucoup de pathogènes, le même produit a une différente sensibilité, une différente action et efficacité sur les différents pathogènes. Et aussi, on a des problèmes au niveau de l'environnement, c'est-à-dire que les maladies du bois de la vigne sont bien liées à l'activité culturelle qu'on fait au vignoble et surtout sur la taille, quand on parle de la taille. Et on peut aussi trouver la source de l'inoculum sur les débris et sur les autres secondaires, c'est-à-dire parfois les pathogènes ne sont pas seulement spécifiques de la vigne, mais on les retrouve aussi dans notre plante qui peut-être on retrouve autour de notre vignoble. Donc la lutte c'est très difficile et ici avec ce tableau, vous avez les facteurs qui sont liés à l'explosion de la maladie du bois de la vigne il y a 20-30 ans et dans tous les vignobles du monde. C'est-à-dire on a des facteurs sur le pathogène, sur la plante et sur l'ambiance, sur l'environnement, qui sont prédisposants
qui contribuent à l'augmentation de la maladie, qui aggrave la situation au vignoble. Et bon, je pense qu'on peut dire tout de suite, par exemple, qu'il y en a comme facteur contribuant. On a plusieurs espèces pathogènes, on a une longue phase asymptomatique sur la plante, on a aussi des changements qui sont faits pendant les ans au niveau des densités des plantes, des façons de couper les plantes, de faire la taille. Et donc aussi on a forte demande de plantes pour l'implantation du nouveau vignoble. Et donc tout ça fait si qu'on a de plus en plus de vignobles qui sont touchés par les maladies du bois de la vigne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre les maladies de la vigne? Donc, au niveau mondial, on a beaucoup de groupes qui ont étudié les maladies du bois de la vigne. Et donc, pour l'instant, la situation, c'est que si on considère la gestion des maladies du bois chez les pépiniéristes ou chez les vignerons, on peut dire que si on fait une bonne gestion des maladies du bois à la pépinière, mais pas au vignoble, on aura les maladies du bois. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire si on a une mauvaise gestion de la maladie du bois dans les pépiniéristes et une bonne gestion au vignoble, on aura aussi les maladies du bois. Donc la situation idéale, c'est d'avoir une bonne pratique de gestion de la maladie du bois par toute la vie de la vigne, c'est-à-dire à partir de la pépinière jusqu'à la fin de la vie productive de la plante. Comme je l'ai dit, les maladies du bois ont beaucoup de followers, c'est-à-dire qu'il y en a différents groupes au niveau international et européen qui s'occupent toujours des maladies du bois de la vigne. Par exemple, on a l'International Council of Grape and Trunk Diseases qui a fait son 10e congrès ici à Reims, bon, pas loin d'ici à Reims, c'est-à-dire, mais aussi on a eu une cost action pour la gestion éco-sostenible de la maladie du bois au niveau européen. Et comme et aussi le projet Wine Hector qui est le sujet de cette présentation. Alors, donc le projet, il a répondu à la colle européenne qui voulait limiter et diminuer la distance entre la recherche et l'activité productive. Et ça, donc, le but a été d'accélérer la diffusion de l'information de la recherche au terrain et vice-versa, et accélérer aussi et partager l'utilisation des innovations sur le terrain. Ici, les pays associés sont 7 pays, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Croatie et l'Hongrie, et 10 régions viticoles, dont en Italie, 12 en France, 2 dans l'Espagne, 1 en Portugal, et une équipe qui a été formée de 11 partenaires de chaque pays. Comment ça marchait et quelle était la logique de fonctionnement du projet de Wine Network? On avait un groupe scientifique qui s'occupait soit des maladies du bois de la vigne, soit de la flavescence dorée, parce que le projet comprenait les deux maladies. On avait 10 personnes qu'on appelait les facilitator agents, c'est-à-dire des personnes qui font des liens entre le scientifique et les groupes techniques pour chaque pays. Et donc, on a eu un flux d'informations vertical entre les scientifiques et les professionnels, mais on a aussi eu un flux d'informations horizontal entre les différents pays du projet. Et à la fin du projet, on a produit quel que s'appelle le réservoir de connaissances, c'est-à-dire on a produit beaucoup de matériel, comme des articles techniques, comme des volets techniques sur différents sujets. Et aussi, on a fait beaucoup de workshops avec les professionnels pour diffuser les innovations qu'on a trouvées pendant ce projet. Toutes ces informations sont disponibles dans les 7 langues des pays qui ont participé au projet, et aussi vous pouvez les trouver sur le web à l'adresse http://winetwork.eu. Alors, on a aussi trouvé, vu qu'il y avait un flux vertical d'informations, c'est-à-dire on a trouvé beaucoup de personnes très engagées pour résoudre le problème de la maladie du bois de la vigne, qui ont essayé de faire des essais empiriques. Donc, ils ont aussi essayé par exemple, d'injecter de l'oxyde d'hydrogène dans le tronc des plantes malades.
on essaye de faire le trunk cleaning, ce qui s'appelle courtage, et d'autres choses comme par exemple d'implanter des clous de cuivre dans le bois. Et donc ça peut être aussi intéressant pour des thématiques pour la recherche. Donc, pendant les 2 années, on a identifié les pratiques les plus utilisées dans les pays du projet. Et ici, on reporte les techniques curatives, c'est-à-dire les techniques qu'on peut utiliser quand la maladie il est déjà installée sur les plantes. Et donc, bien sûr, la plus facile, c'est d'arracher les cèpes morts et de les replanter avec des jeunes plantes. Ça a des effets positifs, c'est-à-dire, si on élimine les plantes mortes, on va éliminer la source d'inoculum pour d'autres infections, mais le problème, c'est qu'on aura des plantes de différents âges sur notre vignoble. Une autre technique qui est utilisée beaucoup dans les pays du Wine Network, c'était le recépage ou le regreffage, c'est-à-dire d'éliminer la partie malade et d'utiliser une autre partie pour reconstituer le tronc sain ou de regreffer la même cultivar sur le porte-greffe. Ici, on a des avantages, c'est-à-dire on peut récupérer la production de la plante déjà après 3 ans dans le recépage et le regreffage. Et le problème, c'est que peut-être la réussite, c'est en fonction du cépage, de le stade d'infection et d'autres facteurs environnementaux. Après, comme j'ai dit, on a le courtage de la vigne, qui est peut-être une pratique innovative dans les régions françaises, c'est-à-dire qu'on a selon qui utilise le courtage, ça élimine les symptômes de l'esca déjà l'année d'après l'application du courtage. Et ce qu'il nous dit au niveau scientifique, c'est que le courtage va éliminer que la partie de l'amadou, et donc la partie où il n'y a qu'un champignon impliqué dans les maladies, dans l'esca, c'est-à-dire la Formitiporia méditerranea, mais il n'arrive pas à éliminer les autres champignons qui normalement colonisent le bois, qui se trouvent sur le bois qui n'est pas touché par l'amadou. Et donc ça, c'est quelque chose à vérifier au niveau scientifique. Pour les techniques préventives appliquées qu'on a retrouvées dans les pays du projet Wine Network, on a aussi la taille précoce ou tardive, c'est-à-dire on utilise un précis moment pour faire la taille, c'est-à-dire quand la période c'est la plus sèche. Et donc ça nous permet de diminuer les infections, la possibilité d'infection, parce que comme ça on va glisser le cycle de vie de pathogènes avec les pratiques culturelles qu'on fait au vignoble. Et donc, on va couper les plantes quand il n'y a pas beaucoup d'inoculum pour les infections. Et par contre, l'aspect peut-être négatif, c'est que la période favorable et la disponibilité de main-d'œuvre, ce n'est pas toujours coïncident. Donc, il faut vérifier s'il y a la possibilité d'appliquer cette technique. La plus innovative qui est partout utilisée, c'est la protection des plats de taille, c'est-à-dire arriver chaque fois qu'on coupe la plante, qu'on fait de la taille, de protéger, de mettre une barrière entre l'inoculum et notre plante, avec par exemple des mastiques, mais on peut aussi intervenir avec des produits biologiques comme le trichoderme, qui est capable de coloniser le bois qui se trouve exactement dans la taille. Donc, ça c'est montré efficace pour protéger les plantes, et peut-être que comme aspect négatif, on peut par exemple penser qu'il a besoin de beaucoup de temps pour exemple pour appliquer les mastiques. Et on peut arriver aussi en lien avec la journée de la taille douce en Champagne, c'est-à-dire on a trouvé aussi, bien sûr, des vignerons qui appliquent des tailles alternatives au gouillot et donc qui respectent le flux de sève. Et donc ça c'est bien parce qu'au niveau des aspects positifs,
On ne perturbe pas le chemin de la sève long le tronc, donc on n'a pas de zone nécrosée qui rentre dans le bois, mais qui reste, on dit, à la surface. Et donc on n'a plus de bois sain sur les plantes avec cette typologie de taille. Par contre, il reste encore à vérifier, il reste encore la validation scientifique à obtenir, c'est-à-dire qu'avec les maladies du bois, on a besoin de plusieurs années d'observation pour pouvoir dire si une technique ça marche ou pas. Donc toute cette information, vous la pouvez retrouver aussi dans le numéro de novembre 2017 de Phytoma, où il y a un article qui vous explique mieux les infos que je vais donner comme ça, très velocement. Et donc ici, vous avez aussi le lien pour trouver toutes les informations que vous avez besoin. Les dernières diapos sont dédiées à des travaux qui sont faits au niveau scientifique pour comprendre qu'est-ce qui passe quand on a différentes typologies de tailles appliquées au vignoble. Ici, par exemple, ça c'est un travail de l'ECOM qui est publié dans le 2018 et qui résume 10 ans d'observation en France. Ils ont vérifié les différences entre deux typologies de tailles dans 5 régions viticoles, avec sur 9 vignobles, avec 6 cépages. Et donc, bref, je ne veux pas parler des données spécifiques, mais la conclusion, c'est que les vignes avec le long braque, c'est-à-dire avec la taille cordon, déprisent moins rapidement à cause de l'esque. Donc ça veut dire que la taille a une influence sur le décours de la maladie, sur les plantes, et donc pourquoi pas considérer aussi la taille, la typologie de taille comme une moyenne pour limiter les dommages de la maladie du bois. Et aussi, la taille, les différentes tailles semblent avoir aussi des effets au niveau du microbiome présent dans la vigne. C'est-à-dire que, par exemple, ici, Travadon, en 2016, a publié cet article où il a comparé à Montpellier 2 vignobles avec 2 cépages différents, avec 2 tailles différentes, c'est-à-dire le minimal pruning et le cordon. Et donc, les conclusions, c'est qu'il a retrouvé des différentes concentrations et compositions des microbiomes dans les 2 différents systèmes de taille. Et aussi, il a trouvé des différents pourcentages de nécrose selon la typologie de taille. Et donc, voilà, ça c'est pour lancer la discussion, pour poursuivre la discussion sur la taille des plantes, que je pense que c'est important de aussi approfondir. Et donc, je vous remercie. Merci pour votre compréhension. Bonjour à tous. Donc, vous l'avez compris, donc Vincenzo à l'Université de Reims travaille dans mon équipe, donc Florence Fontaine, professeure à l'Université de Reims. On n'est pas les spécialistes de la taille, c'est pas notre thématique de recherche. L'idée qu'on nous avait demandé ce matin, c'était vraiment de présenter Wine Network et ce qui était fait, et de vous montrer un peu ce qui était fait aux recherches. Donc c'était vraiment un état des lieux, et à aucun moment ces résultats nous appartiennent. C'était juste pour être sûr qu'il n'y ait pas une confusion. Donc, moi, ma mission, je ne vais pas parler trop longtemps, c'était de vous présenter, de toute façon, Vincenzo, tu me dis dès que je dépasse 20 minutes, je vais vous présenter ce qu'on fait comme recherche au laboratoire. Bien évidemment, après les séminaires, on pourra rester. Si vous avez des questions sur certains sujets que je vais vite aborder, parce que je vais juste vous énoncer ce qu'on fait, il n'y a pas de souci, on sera disponible, soit Vincenzo, soit moi, pour vous répondre. Donc, dans le cadre de cette recherche, donc, je suis directeur de la chaire Maldives. C'est une chaire Maldives qui est dédiée aux maladies du bois et je travaille dessus depuis 2003, donc maintenant ça fait plus de 15 ans, on va dire. Donc on appartient à l'Université de Reims et plus spécifiquement au laboratoire Résistance induite et bioprotection des plantes qui est dirigé par Christophe Clément. Et bien évidemment, cette chaire Maldives est associée à l'Institut de la vigne et du vin que l'on a à Reims, qui est l'Institut Georges Chapaz.
Donc l'équipe actuellement, elle est constituée de 2 enseignants-chercheurs associés à moi, qui sont Patricia Trottel-Aziz et Olivier Fernandez. Il y a deux postdoctorants ou ingénieurs de recherche, donc Vincenzo Mondello, qui est depuis doctorant actuellement en recrutement sur un projet que vous avez peut-être entendu parler.